Bonsoir à tous et bienvenue sur les ondes d'Espérance FM. Guy Saxemar avec vous pour votre émission Valeurs partagées, 17h-18h sur Espérance FM. Je suis heureux de vous retrouver. Nous nous sommes légèrement perdus pendant les 2 semaines passées suite aux différents mouvements qu'il y a eu. Mais nous sommes là cet après-midi et heureux d'être là. N'oubliez pas le numéro de téléphone 05 96 72 82 51. Davis à la technique, notre ami Davis, toujours présent, se fera un plaisir de vous répondre. Si vous avez des questions, si vous avez aussi des idées pour cette émission, vous êtes libre, vous pouvez le faire donc auprès de Davis. Nous sommes ensemble cet après-midi pour 1 heure avec une invitée. Quelques secondes, je vous la présenterai. Ce soir, je reçois Géraldine Bizet. Géraldine, bonsoir. Bonsoir, Guillemille. Géraldine Bizet, première question. Comment as-tu passé ta journée? Très bien. Une très bonne journée. Je n'ai travaillé que le matin. Donc, elle est encore plus bonne. D'accord. D'accord. J'allais dire quelque chose, mais je ne veux pas non, dire ne dis rien. Non. Alors, Géraldine, on est là cet après-midi pour te découvrir, pour savoir qui tu es, pour que tu nous apprennes aussi des choses, parce qu'on a aussi besoin d'apprendre à te connaître. Tu vas peut-être nous apprendre des choses qu'on ne connaît pas. Tous nos invités nous ont appris quelque chose. Alors, Géraldine, qui es-tu? Alors, tu as déjà dit, moi c'est Géraldine Bizet. Voilà, je dis tout. J'ai 48 ans et demi. Voilà. Et demi. Et demi. Attends, j'ai pas encore 49, je dis et demi. Ah, je suis donc comme voilà, toi, voilà. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. Donc voilà. Ton parcours, ça a été quoi? Mon parcours a été d'un CAP, d'un BEP, d'un bac professionnel secrétariat. Donc voilà, j'ai fait des stages différents dans le secteur privé, public. Et ensuite, par la suite, j'ai tout de suite travaillé d'ailleurs, Dieu merci, dans le prêt-à-porter haute couture. Voilà, j'étais assistante commerciale, donc on vendait la matière première, la dentelle, aux maisons de couture et à l'international. Donc voilà. Tu peux nous dire plus? T'as porté haute, parce que tu lui dis haute couture. Haute couture, les défilés, là où on défile. Voilà, Naomi Campbell, tout ça. Tu as fait tout ça, quoi. Ouais, j'ai fait tout ça. J'étais la seule black à l'époque. Je me rappelle, c'était particulier, mais c'est un monde particulier. Mais c'était super. Tu conseillerais à des jeunes d'ici d'y aller dans ce milieu-là? En fait, j'y suis restée que 3 ans parce que c'était pas trop ma fibre. Après, chacun son truc. Mais moi, en fait, je suis pas commerciale, en fait. Quand il fallait vendre quelque chose à 7 000 euros, j'essayais d'avoir un équivalent pour les gens à 3 500. Donc, je suis pas commerciale. Donc voilà, chacun sa fibre, en fait. Mais c'est un milieu intéressant. Alors, après ça, tu as fait quoi? Alors, après ça, j'ai voulu goûter la partie du fonctionnaire. Donc voilà. Et donc, en fait... Moins travailler, c'est ça? Non, allez, arrête. Alors, j'ai essayé, j'ai postulé et on m'a répondu très rapidement. Et en fait, comme j'avais mon bac, on m'a proposé un poste de rédacteur et j'ai été à l'aide sociale à l'enfance. Voilà, avec les éducateurs, les assistants sociales, les psychologues. Donc, j'ai trouvé ça génial aussi. Donc voilà. Quand tu parles, on a l'impression que... Est-ce que tu avais déjà choisi, finalement, quand tu étais petite, tu t'es dit, il y a des choses que je veux faire, et puis tu t'es dirigé vers ça, ou finalement tu t'es laissé, tu t'es laissé porter, puis il y a eu des opportunités, tu les as prises? Non, il y a quelque chose que je voulais faire, et Dieu merci, je l'ai fait. C'est incroyable. C'était quoi? C'est tout de suite après ça, j'étais stagiaire, et passé 1 an, tu peux postuler un poste. Donc j'ai postulé, et moi je voulais travailler en crèche. Voilà, je voulais travailler en crèche. Et il y a un poste qui s'est libéré. Et ce que j'ai trouvé génial, j'ai eu l'audace de postuler sans dire que j'étais titulaire. Et mon contrat s'est terminé dans 1 mois. Alors, mais voilà, je postule. Et c'était secrétaire dans les crèches, mais sur 2 crèches. Et assez souvent, à l'époque, les gens aimaient être fixes. Et moi, j'ai dit non, moi, je vais rentrer, n'importe quoi, mais ça me convient. Et donc, quand j'ai fait mon entretien, et je dis, voilà, mon contrat se termine. Madame Bizet, vous n'êtes pas titulaire? Je fais non, mon contrat se termine dans 1 mois. Ça veut dire qu'on peut vous prendre là maintenant? Alors j'ai crié waouh, super. J'ai fait ça pendant à peu près 10 ans.
Ensuite, j'ai voulu changer, après avoir tourné sur beaucoup de crèches, être l'assistante de directrice, etc. J'ai fait une autre fonction publique, et donc j'ai tombé à la fonctionnaire d'État. Et donc, en fait, j'ai été au service, dans encore un autre domaine, là où on donne les titres de séjour aux étrangers. Donc voilà, là, c'était l'endroit chaud. Et tout ça, c'était à Paris, hein, c'est pas en Martinique, je pense que vous l'avez deviné. J'allais poser cette question, voilà, c'est ça. Tout ça, c'était à Paris, donc le secteur de Bobigny, là où il y a la demande. Dans la demande, j'ai fait ça pendant 3 ans. Et ensuite, en cours d'un voyage, en 2019, une opportunité s'est ouverte à mon mari de venir en Martinique. Et comme j'avais fait ces 3 ans dans cette administration-là, j'ai pu avoir une mobilité et me voilà en Martinique. Voilà. Et tu es originaire de Martinique ? Pas du tout. Alors moi, je suis d'un père guadeloupéen et d'une mère réunionnaise. Oh, donc voilà. Écart. Oui, un grand écart. Mais la petite nuance, c'est que j'ai été adoptée par une guadeloupéenne et martiniquaise. Une histoire assez particulière. Donc qui je suis, on va dire, le bas c'est la Guadeloupe, le haut c'est la Réunion, et le cœur c'est une martiniquaise guadeloupéenne qui m'a adoptée. Voilà qui je suis en fait. Bravo. Et tu arrives à faire le lien avec tout ça ? Ah oui, c'est moi. Exactement. D'accord. Donc, quand tu fais tes choix de métier, de carrière, qu'est-ce qui guide ces choix-là ? C'est ce que tu aimes ou tu te dis simplement c'est une opportunité qui se présente ? Alors, étrangement, je pense que je suis poussée parce que l'aide sociale à l'enfance, moi qui ai été abandonnée, c'est encore étrange, et moi qui ai voulu travailler avec les enfants en crèche, ça a été aussi une possibilité. Donc je pense que les portes se sont ouvertes aussi comme ça, et c'était... Voilà, c'était pas par dépit, parce que quand on a plusieurs postes qui s'offrent à nous, parce qu'il y a beaucoup de mobilité, et on dit, pourquoi pas celui-là ? Et puis voilà, et les portes sont ouvertes, et voilà. Quand tu arrives en Martinique, est-ce que c'est différent pour toi par rapport à tout ce que tu as vécu là-bas ? D'un plan de vue professionnel ? Non, je vois pas une différence en fait. Il y a pas, c'est une même administration, c'est toujours les mêmes choses. On dit souvent que c'est différent ici, c'est pas pareil. Alors, j'ai envie de dire à toutes ces personnes-là que je le redis, en Martinique, il y a du travail. Il y a du travail pour les fonctionnaires. Il y en a énormément. Donc, non, je vois pas la différence. Honnêtement, non. La vision que les gens ont des fonctionnaires aujourd'hui, c'est de dire ils sont payés à rien faire. Oui, on l'entend, mais je pense en fait que c'est quand on fait en sorte peut-être qu'il y en ait moins, donc il y en a plus. Donc voilà, c'est une question aussi d'organisation, et que quand on a 50 dossiers et qu'on n'a qu'une journée pour faire, on peut pas faire les 50 en fait, tout simplement ça. Est-ce que tu te poses la question des fois, tu te dis est-ce que j'ai bien fait les choix que j'ai fait dans ma vie? Ah bah ça, oui, et sans regret. À refaire, je refais les mêmes. Les mêmes? Ouais, les mêmes. Toujours? Non, ouais, exactement. Tu ne regrettes pas d'avoir fait un certain nombre de choix? Non, aucun. Jamais? Aucun. Vie familiale et vie professionnelle, comment tu allies les deux? Comment tu arrives à faire que ça se passe ou pas? Bon, attends, je vais demander à mon secrétaire de prendre mon téléphone. Oui, parce qu'il y a un monsieur dans le... Oui, il y a un monsieur là. Mais on est juste... Tu vois, là, tu parles de comment on fait, et bon, on est à deux pour tout. C'est simple, on est à deux pour tout. Donc non, comment j'allie? De toute manière, j'ai la grâce d'avoir des horaires, même avec mes enfants, d'avoir des horaires de bureau en fait. Donc je l'allie très bien, et puis tâches partagées. Donc comprenez ce qu'il y a à comprendre, mais voilà. Faire à manger. Et comment très bien. Donc voilà, repasse même mieux que moi. Donc la machine utilise même mieux que moi. Donc Dieu merci. Non, en fait, vraiment, il y a pas de. Et je prends aussi du temps pour moi. Ça aussi, c'est important. Quand tu dis tu prends du temps pour toi, c'est... Ah, on sait qu'à une certaine journée de la semaine, il faut pas me regarder, il faut pas me chercher, maman est occupée, c'est comme ça. Voilà, c'est mon bien-être aussi. C'est posé, voilà, c'est posé, c'est prévu, et ça a toujours été comme ça, même ici. Ouais. Nous allons continuer dans quelques minutes, juste une pause musicale que nous allons faire. Yves Davis nous a choisi un très beau morceau, je vous l'assure. Valeurs partagées sur Espérance FM. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir?
mes espoirs. Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends les chants d'amour, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie. Les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends les chants d'amour, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs. Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, dans le chant d'amour, tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Valeurs partagées avec Guy Saxemar Et son invité. sur Espérance FM. Nous nous retrouvons sur le 91.6 de la bande FM Espérance FM. Nous continuons avec Géraldine Bizet. Nous allons mieux la connaître à travers ces petites questions que nous allons lui poser, que vous connaissez déjà, le devoir qu'elle nous a fait. Parce que tous les invités, c'est un devoir qu'ils font. Ils sont notés à la fin. D'accord. On va essayer de voir combien on va te donner. Au moins la moyenne, j'espère. C'est dur, non? Présentation, je sais. Arrête. Ça va être difficile. Géraldine, on va commencer. 3 valeurs importantes pour toi. 3 valeurs importantes pour moi. Alors, je dirais la sincérité,
Voilà, c'est la valeur importante. Être vrai, hein, le contraire de l'hypocrisie. Hein. La tolérance, voilà. La tolérance, l'harmonie dans les différences. Donc ça aussi, j'aime. Et tu m'as dit une troisième. Je réfléchis. Auquel devoir tu m'as dit? Ah, le partage. Voilà, ça me revient, le partage. Voilà. Pourquoi la sincérité? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est vraiment, on est dans l'apparence, on est dans les filtres, non, même quand on fait des photos, on n'est plus rien, on n'est pas vrai. Est-ce que c'est pour toi, la sincérité, c'est finalement, est-ce que c'est pas vieux tout ça? Ça devient en fait vieux parce que il y a plein de choses qui influencent justement cette sincérité, et même se voir les uns les autres, on a un masque, on a une posture, c'est dommage parce qu'en fait l'enfant quand on était enfant, on l'était, et quand on devient grand, on l'est plus, et ça se perd. Or qu'il y a tellement de simplicité à être sincère que je me dis quel dommage en fait, tu vois, pouvoir se dire les choses, pouvoir partager, si tu me dis non, voilà, la sincérité dans les mots, dans les attitudes, ça, moi j'aime. Est-ce que c'est pas une manière aussi de se protéger de ce qu'on a déjà vécu? On se dit ouais, mais j'ai déjà vécu tellement de choses, j'ai pas trop envie de dire qui je suis, quoi. C'est dommage parce qu'on a des choses en commun dans ce que l'autre il est, donc qu'importe. Après t'es sincère, me dire Blo, j'ai pas envie, sois sincère, au mieux de me faire une image, soi-disant un visage qui fait genre, mais en fond c'est non. Si t'as le droit d'être, sois sincère, dis non, et puis c'est tout. Il faut être sincère. La tolérance, pourquoi tu choisis la tolérance? La tolérance parce que je vois que on a tellement de choses qui sont différentes les uns des autres et qu'il faut un petit peu accepter, prendre une part de l'autre, tant qu'à reculer un peu soi-même, parce que c'est important, parce qu'on n'est pas les mêmes. Et donc, il faut vraiment qu'on apprenne à être tolérant, et on a à y gagner, en fait, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la vie, que ce soit dans n'importe quoi. Et puis, on est tranquille aussi quand on est tolérant, on se prend pas la tête. Est-ce que certains disent que la tolérance, c'est accepter tout et n'importe quoi? Non, c'est pas accepter tout n'importe quoi. On tolère. On tolère ne veut pas dire qu'on l'accepte, mais on fait avec. Il faut être tolérant. Voilà. Le partage. Ah, moi, c'est la chose que... Ça, c'est mon histoire, le partage, en fait, le plus. Voilà. On donne de soi. On partage. On a quelque chose. On donne un sourire. On donne le partage. Faut pas être radin. Faut pas être égoïste. Et souvent, ce monde-là, maintenant, on est tout pour soi. On n'a même pas le temps de regarder l'autre pour lui donner un sourire ou quoi que ce soit. Donc, je sais pas, moi, t'as des citrons, t'en as plein. Va les donner. Pourquoi pas, ça fait plaisir. C'est simple. Qui donne reçoit. Hein. Voilà. Ta citation préférée, ce serait quoi? Ah, alors ma citation préférée. Alors, quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Elle met plus de temps, mais finit par arriver. C'est ma citation. Pourquoi tu as la même citation que moi? Parce que c'est une citation que j'utilise tout le temps. C'est vrai. C'est vrai, mais pourquoi cette citation, elle est pour toi importante? Parce que je vois l'image de l'ascenseur et l'escalier, c'est tellement parlant dans beaucoup de choses. Ça peut être dans la vérité, ça peut être dans l'amour, ça peut être dans l'injustice, ça peut être dans tout. Il y a des choses qui frappent aux yeux des gens, et en fait, on est à côté. Et donc, avec le temps, on apprend à voir les choses différemment. Donc, concernant le mensonge, c'est très facile de pouvoir donner un jugement tout de suite. Mais c'est pas grave, la vérité, elle prendra l'escalier. Donc, voilà. Une expérience clé dans ta vie? Alors là, on y vient au sérieux pour moi. Alors là, je me révèle à vous. Un jour comme ça, mes grands-parents arrivent visiter leur fille, mon père et ma mère. Ils sont en haut en train de se baigner. Et moi, je suis en bas, je vois leur portefeuille. Je vais prendre le portefeuille, je voulais juste prendre une pièce. Malheureusement, je commence à ouvrir le portefeuille et mon frère arrive et je mets le portefeuille dans ma culotte. Et je pars en cours avec comme ça. Je le cache en chemin, et quand la journée se passe, je rentre même sans le portefeuille, moi. Donc, quand je rentre, mon père, mon grand-père, ma grand-mère, ma mère m'attend, avant même que j'ouvre la porte, et ils me tendent la main. On sait déjà c'est qui, entre mon frère et moi, on sait que c'est moi. Et je dis, je l'ai pas, mon père dit, retourne le chercher. Et mon frère me dit, Géraldine, là, cette fois-ci, t'as déconné. Voilà, en chemin, je retrouve le portefeuille, je le nettoie, et je le tends en tremblant à mon grand-père qui me regarde d'une façon ouaille. Ma main tremble et je lui donne. Il ouvre et il dit il dit, je le dis en français,
ils sont pas dedans. Alors je dis, mais comment ça, ils sont pas... J'ai pas pris de pièces, j'ai pas été au magasin acheter de bonbons. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et en fait, j'ai perdu les alliances de mes grands-parents. Ouh. Alors mon père s'avance. Et c'était, à mon avis, pour avoir la fessée de ma vie. Et ma grand-mère se met entre mon père et moi et tend sa main, le doigt levé, et lui dit que personne ne touche cet enfant. Cet enfant a besoin d'amour et de prière. Et là, ça a cassé quelque chose en moi. Il s'est passé quelque chose. Et le regard de mon grand-père était déjà une bonne calotte. Hein, une bonne calotte. Rien que le regard. Et je monte dans ma chambre et je dis, waouh. Ouais, ça c'est c'est un début de quelque chose pour moi. Ouais. Ça donne quoi après dans ta vie? Ça donne Parce que quoi? tu racontes aujourd'hui cette expérience clé. Donc pourquoi ça t'est resté? Ça m'est resté parce que, eh ben écoute, je vais te devancer sur la liste des devoirs, parce que ça en revient à la personne qui m'a le plus marqué dans ma vie. Et en fait, il faut savoir, imagine Guy-Émile, tu es marié, tu as 2 enfants, 3 ans et 4 ans, et puis tu es en train de donner un bain à tes enfants quand ta femme rentre avec un bébé de 1 mois et une petite charmante de 2 ans. Imagine. Alors voilà, mon père nous a débarqués comme ça dans sa famille. Sa femme donnait le bain à leurs 2 enfants, 3 ans et 4 ans, et il ouvre la porte. Et ma mère découvre que mon père, son mari, a un enfant de 1 mois qui est dans un état, et une petite fille toute charmante. Et voilà, c'est ça mon histoire en fait. Et donc du coup, et ça fait écho justement à la fameuse grand-mère qui lui avait dit à sa fille, écoute, leur mère les a lâchés, toi ne les lâche pas. Voilà, et je me dis, s'il n'y avait pas ma grand-mère et ma mère, ces 2 personnes-là, je ne serais pas en face de toi. Est-ce que parce que tout à l'heure tu nous dis tu as travaillé à l'aide sociale à l'enfance. Ah ouais. Est-ce que c'est facile finalement de travailler dans ce milieu-là en ayant eu cette histoire-là, ou est-ce que c'est un atout pour toi à ce moment-là? Alors ça a été un atout pour moi parce que tu sais, quand j'ai fait l'entretien, c'est la première fois que j'entrais dans la fonction publique. La dame est assise en face de moi et elle me dit vous êtes jeune maman, vous allez avoir affaire à des personnes qui ont fait des sévices sexuels, etc., des choses graves, comment vous allez gérer ça? J'ai fait, madame, je suis là juste pour faire mon travail, s'il faut d'abord les accueillir, c'est bonjour madame, bonjour monsieur. Chacun sa tâche, chacun son travail. Et elle me dit et d'ailleurs, vous connaissez le numéro, le 119? L'affiche était juste derrière elle. J'ai fait oui, le numéro vert. Je ne fais que lire ce qu'il y a derrière l'affiche. Et c'est comme ça que j'ai eu le poste. Non, ça a été un atout pour moi parce que je sais que je peux... il fallait aller chercher des enfants nés sous X. Je t'avoue, la première fois, ça m'a fait un peu mal au cœur. Mais ça a été ma force de me dire qu'on peut démarrer d'une certaine façon et que tout est possible après. Donc non, ça a été ma force. À des jeunes aussi, il fallait fermer les fenêtres parce qu'ils pouvaient aussi passer par la fenêtre. On avait de tout en fait, on avait de tout. Et moi par contre, ça a été ma force. Ouais. Est-ce que cette expérience-là t'a montré finalement que l'être humain, tout l'étendue de ce que l'être humain peut devenir finalement? Exactement, exactement. Et qu'est-ce que tu en retires? J'en retire que si Dieu te fait grâce d'être bien entouré, que tu as l'amour et que tu es bien entouré, tu fais de belles rencontres, tu peux rebondir. Tu peux rebondir. Ouais. Une personne qui est importante dans ta vie, je pense que tu l'as déjà dit, c'est ta grand-mère. Mais une personnalité qui t'aurait marqué vraiment, ce serait qui pour toi? Si tu as une personnalité. Alors là, c'est vrai, quand tu m'as donné ça, en fait, je suis quelqu'un... en fait, avec mon histoire, c'est comme si en fait que je suis née, on va dire, à peu près à 20 ans. Tu vois ce que je veux dire? Je suis née à 20 ans. Et quand je suis née à 20 ans, je rattrape tout de façon très dans la légèreté de l'enfance, sans avoir des lectures. Déjà, moi, la scolarité, je ne travaillais déjà même pas à l'école. J'ai redoublé beaucoup avec une histoire de famille particulière. Tu sais pas que ta mère, une histoire particulière. Ton père, tu vois ton père avec quelqu'un, tu dis la femme elle est blanche chez ma mère. Ah non, c'est pas elle. Donc en fait, t'es perturbé. Et donc moi, la lecture ou les personnalités qui m'a marqué, honnêtement. Ça va être plus les personnes que j'ai rencontrées dans le parcours de ma vie en fait. Tu vois, ça peut être un prof qui m'a pouvoir dire tu peux y arriver quoi. Parce que quand tu as 0 sur 20, c'est très bien, tu ne fais que 20 fautes.
Parce que moi, j'étais à moins 40. Tu comprends ce que je veux dire? Donc voilà. Et quand j'ai un prof qui m'apprend à m'aider, qui m'a dit, t'as eu 0, c'est bien, tu n'as fait que 20 fautes. C'est fou, hein? Mais j'étais à moins 40. Et après, t'arrives à avoir 2, t'arrives à avoir 3, t'arrives à avoir 5, t'arrives à... Voilà. Et moi, c'est des personnalités comme ça que je rencontre dans ma vie. Aujourd'hui, tu travailles comme quoi? dans l'administration. Exactement. Donc, c'est quand même un parcours qui est formidable. Exactement. Donc, en lecture, un livre qui t'aurait marqué, ce serait quoi? Moi, je t'aurais dit, franchement, la Bible et le livre. Mais à côté de ça, j'ai le langage de l'amour. Gary Chapman. Ouais, il m'a marqué. Oui, formidable. Ça quand même apprendre à savoir qui on est en quelque part. Oui, exactement. Qui on est, mais aussi pour l'autre aussi. Aussi pour soi, mais aussi pour l'autre. Donc c'est peut-être ne pas attendre de l'autre ce qu'on voudrait qu'il donne alors qu'il n'a pas les possibilités, exactement. Que c'est pas dans sa personnalité. Voilà, de donner. Un film qui t'aurait marqué? Alors un film qui m'a marqué, c'est mon anglais aussi n'est pas terrible, hein, donc voilà, ça s'appelle en français La pièce de la prière. War Room. Ouais. Ce film il m'a marqué. La prière, le pardon. Voilà, le pardon. Et surtout aussi les actes quand on se met en action. Tu vois ce que je veux dire? Donc si on veut que les choses avancent, c'est pas que la prière, hein, c'est l'action. Et tout ça là-dedans, j'ai beaucoup aimé. Et à un moment, quand elle ouvre la fenêtre et elle fait chasser l'ennemi chez elle, ah oui, ça c'est quelque chose que... Et un endroit où on prie. Parce que chacun a un endroit où on prie. On peut être pris à n'importe quel endroit. Mais j'ai pris, je dis, mais moi, est-ce que moi, j'ai un endroit pour prier? Donc, voilà. Une musique qui t'aurait marqué? En fait, la musique qui m'a marqué, c'est la première fois que je suis venue dans une église adventiste. J'avais 15 ans, j'étais perdue. Franchement, le suicide, je me suis ratée en fait, avec tout ça. Je me suis ratée, pourtant j'étais très farouche. Et quand mon père part, il laisse ma mère avec ses 4 enfants, notre grand-mère, maman Vévé, nous dit ma fille, trouve-toi une église. Et prie. Alors nous voilà à 4 avec mes frères à l'église. Et il y a des jeunes et tout ça, Et j'entends un chant, je me rappelle même plus tout ce qui a été dit, c'est le chant. Donc la force de la louange. Et le chant disait... Excusez-moi, ma gorge est sèche. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et j'entends ce chant-là. Alors après, le dimanche, je vais aller avoir une discussion avec Dieu. Et là, je lui dis, il paraît que tu existes. Donc, s'il paraît que tu existes, c'est pas grave. Apparemment, je dois aller à l'armée, parce que l'école, c'était pas mon fort. Et donc, si tu existes, je te demande qu'une seule chose. Une place au ciel pour moi et mon père. Et de là, j'ai compris ensuite, avec la suite des choses, quand Dieu nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus. Je lui ai demandé principalement le ciel avant, quel que soit, et j'ai vu qu'il a tout ouvert par la suite. Je n'ai pas passé de concours, je suis fonctionnaire. L'estime de moi est montée, j'ai confiance en moi, j'y vais, je fais la rencontre de quelqu'un à 16 ans et qui est aujourd'hui le père de mes enfants. Donc Dieu m'a tout donné, mais je ne regrette pas d'avoir entendu cette musique et d'avoir été à l'église parce que mes frères ne sont pas restés, moi je suis restée et j'en ai eu les bénéfices d'avoir aussi des amis depuis plus de 32 ans, quoi. Donc et Dieu m'a énormément béni. Si tu devais mettre en place un projet, ce serait quoi? Alors un projet, quand tu m'as dit ça, j'ai regardé. En fait, j'aurais aimé créer une plateforme où chacun peut mettre, je sais pas, par exemple moi, Géraldine, je ne travaille pas le mercredi après-midi de 14h jusqu'à 18h. Je mets mon créneau de disponibilité et j'y mets qu'est-ce que je peux donner à quelqu'un. Je peux venir cuisiner pour toi, je peux venir donner des cours, je peux venir repasser, oui, c'est possible. Repasser, chacun, il y en a qui sont, par contre, c'est pas mon truc repassage. Moi, mais non, repassage, je passerai. Non, oui. Ça, là, je pense que je demanderai à quelqu'un d'autre, ça serait pas mon créneau sur ça. Mais créer quelque chose comme ça. Et que chacun, justement, je sais pas, je peux avoir si je suis un homme et je dis, tiens, si quelqu'un a besoin que je lui fasse le gazon chez elle, ou j'ai mon appareil, ou chez mamie, un petit peu rangé pour elle, créer une plateforme comme ça. C'est ce que
que j'aurais aimé. D'entraide, de mettre en relation des personnes qui ont des besoins et d'autres qui peuvent en offrir. Et qui peuvent en offrir, ouais. Quel serait ton conseil pour la jeunesse? Mon conseil pour la jeunesse, de croire en eux et d'être à l'écoute aussi des conseils qu'on leur donne. Parce que en dépit de tout, même si des fois ils peuvent leur sembler de façon, sous la forme qu'on leur donne, il faut faire attention parce que sinon comment c'est reçu, mais en fait si c'est dit, c'est pour votre bien. Voilà. Et aussi l'entourage, faites attention à votre entourage. L'entourage aussi. Qui je fréquente. Qui je fréquente. De bonnes rencontres pour pouvoir qui je fréquente, c'est important. L'attitude que tu détestes le plus? L'attitude que je déteste le plus chez une personne, j'ai réfléchi, en plus je me suis dit l'hypocrite en fait, écoutez, l'hypocrite, je pense que c'est les personnes qui sont pas justes, l'injuste, celui qui est pas juste, c'est ça qui va me faire avoir une petite réaction, ma passion va arriver. On est dans un monde qui est pas très juste. Oui, justement, c'est ça qui me peine et qui me, ouais. Quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est quand je verrai mon Dieu face à face. Mon plus grand rêve. Et j'aurais aimé que, en dépit de ma famille, que toute personne que j'ai rencontrée y soit. Oh, je t'ai vu. Toi aussi alors. Oh là là. Ouais, toi aussi alors. Voilà. Nous allons faire une seconde pause dans notre émission et nous revenons dans quelques secondes. Alors partagez avec Guy Saxemar et son invité sur Espérance FM. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour des raisons. Nous continuons notre émission avec Géraldine Bizet. Je pense que vous la connaissez un peu mieux maintenant. Pour ceux qui, on n'est pas à la télé, donc ils ne sauront pas qui c'est, ils n'ont pas vu de visage, mais peut-être qu'un jour ils vont reconnaître la voix, ça arrive aussi. Et Géraldine, j'aimerais sur cette dernière partie. Dans la manière dont tu as présenté les choses, tu t'es présenté, tu parles très facilement de choses qui, chez nous, des fois, on n'en parle pas. Tu as dit ça au détour d'une phrase. Oui, j'ai été abandonné. Ça t'a étonné. Je me suis dit, mais attends, des fois, des choses comme ça, on ne le dit pas. Après, tu as dit, oui, j'ai essayé de me suicider. J'étais un petit peu. Pour toi, comment tu as vécu ces choses-là et comment aujourd'hui tu fais pour être aussi ouverte sur cela? Je me suis pas posé la question, mais tout ce que je sais, c'est toutes les personnes qui m'ont croisée ont su, en tout cas, une grande partie de qui je suis en fait. Et peut-être en parler a été ma thérapie, je ne sais pas, je ne sais pas, mais je sais pas comment te dire en fait. En fait, peut-être qu'aussi que je suis un peu en marche sur les côtés et que je n'ai pas de frein à dire les choses. Parce que Dieu a permis que tout ça puisse être aussi un témoignage. Je me dis, en tout cas, au travail, je vais même pas trop loin, parce que sinon vous allez non, je vais pas trop loin même. Et pour moi, en fait, c'était que la surface. J'ai même pas été encore dans le fond, en fait. Et là, je vous, waouh. Donc, il vaudrait mieux pas que je lâche certaines choses. Pour moi, ça, ce n'était qu'un début, en fait, parce que c'est vrai, il s'est passé pas mal de choses dans ma vie, et ma rencontre avec Dieu et ma mère, ma grand-mère, mon cheminement, c'est l'état à laquelle j'étais. Et que je dis que j'étais, que je suis plus, et croire à Dieu, je suis plus, et j'ai pas de, je suis assez sans filtre, sans tabou, je dis les choses, et c'est ce que je suis en fait, c'est ce que je suis. Quand on est un chrétien, fort souvent on nous dit, il y a des choses, on doit avoir une image de celui qui est toujours joyeux, qui a pas de problème. On doit finalement donner cette impression-là aux gens. Et puis on nous sort des versets qui sont aussi des phrases toutes faites. Il faut toujours être joyeux, à la limite.
de problème. Et toi, tu arrives à en parler de manière naturelle. Mais ce qui est bizarre, c'est que ton sourire fait que finalement, on se dit, mais elle dit ça et c'est à la limite pas grave, quoi. Comment tu vis ça et comment tu expliques ça aussi dans ta relation avec Dieu? Mais tout est là, en fait, dans ma relation avec Dieu. Et je pense que si... il faut croire, en fait, et si c'est moi qui le suis, que Dieu est capable d'une situation, d'un état où je pense que j'aurais pas été là aujourd'hui à vous parler, même à la résilience et tout ce qu'on veut. Mais Dieu est Dieu. Il est médecin, il est psychologue, il est ami, il est conseiller, il est tout. Et à lui-même peut tout réparer. Tout ce qui était cassé, il peut le réparer. Et j'ai une telle reconnaissance de tout ce qu'il a fait pour moi que quand je parle de moi, je ne peux pas mettre à côté rien, en fait. Rien. Je peux te dire juste une chose. Je suis arrivée en Martinique et j'avais postulé à beaucoup de postes. Et en vacances, j'étais juste venue en vacances voir mon mari qui était déjà en Martinique. Et là, je me dis, bon, je vais téléphoner pour dire au moins je suis là. Peut-être au moins ils auront un visage sur la personne. Tu vois ce que je veux dire? Après, je dis, bon, c'est pas trop mon truc. J'ai pas envie, je sais pas, j'avais une crainte. Alors, j'ai appelé là où je suis aujourd'hui. Ils m'ont dit, non, c'est pas la peine on n'a pas besoin de vous voir. Pourtant, je travaille avec aujourd'hui. Bon, bref. Et donc, j'appelle le deuxième poste. Et cette fois-ci, je leur dis, je veux vous voir. Et là, je suis insistante et tout ça. J'ai quelqu'un, un secrétariat, qui dit, vous êtes dans le service? Je lui dis, oui. Je me dis, mais de toute manière, ils ont mon dossier. Je vais pas discuter avec la fille qui est au téléphone, qui connaît pas mon dossier. Je lui dis, oui. Je sais même pas pourquoi. Je lui dis, oui. 30 minutes plus tard, le responsable m'appelle. Alors, comme ça, vous voulez me voir? Oui, je veux vous voir. Ben, rendez-vous demain matin, 10h. Ouais. Ah, je prépare tout mon truc. J'arrive dans son bureau, il me dit, écoutez, il sort tout son bureau, il est rempli de choses. Je de manière, dans le désordre, ça veut dire qu'il y a du travail, donc je suis là pour vous. Hein. Donc voilà, très à l'aise. Et donc du coup, il me dit, bon, écoutez, vous avez bien fait de venir, parce que j'ai votre nom et je vois qu'il tourne la page. Donc ça veut dire que je suis 54e, hein, donc laisse tomber. Et il me dit justement, je ne retrouve pas votre dossier. Moi, je pouvais toujours attendre à Paris. Hein. Et donc il me dit, ce n'est pas grave. J'ai fait, mais c'est très bien, hein, j'ai mon CV, ma lettre. Si vous la voulez, tenez, je vous la donne. Il me dit, non, présentez-vous. Et là, je suis devant un homme que je ne connais pas. Et je lui dis exactement ce que je t'ai dit. Qui je suis. La moitié, c'est la Guadeloupéenne. La deuxième, c'est la Réunion. Et le cœur, une Guadeloupéenne qui m'a adoptée. Et en fait, l'entretien, il m'a dit, j'ai jamais eu un tel entretien de quelqu'un qui est aussi transparente et qui dit les choses. Qui va dire, tu dis ton nom, ton prénom, tu dis pas que tout ça. Eh ben, ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Donc, je suis pas rentrée dans les détails, je lui ai rien raconté de plus. Mais ça a permis de savoir qui il a en face de lui. Et donc ça l'a troublé peut-être, je sais pas, mais il a voulu que ça soit moi après. Est-ce que dans cette relation où tu dis que tu es sans filtre, avec tes amis, c'est peut-être assez particulier aussi? C'est pareil. Est-ce que ça fait pas peur? Peur de? Ce sans filtre, ce côté d'une sincérité qui... Alors peut-être que ça peut peut-être dérouter certains, parce que moi j'y vais, je suis, et quand la personne est peut-être un petit... Moi je respecte la personne qui veut garder son jardin, il n'y a pas de souci, mais je vois que on déverse pas tout son eau du vase, hein, parce qu'on n'arrive pas là comme ça, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai que, comme que je t'ai dit, mon entourage, j'avoue, ce sont des gens quand même qui me ressemblent. Donc voilà. Est-ce qu'avec tes enfants, parce que tu as des enfants aujourd'hui, c'est facile d'être aussi... Tu es aussi transparente et aussi sincère dans ton histoire à leur dire et ils connaissent vraiment toute ton histoire? Alors, justement, mon histoire a été avec des non-dits et moi, je voulais savoir. Donc, j'ai poussé mon père à me dire, à savoir, tu vois. Et mes enfants, le premier à savoir mon histoire, c'était pas facile avec le père de mes enfants d'aller dévoiler tout ça. Tu vois, c'était pas facile. Mais une fois que c'est dit. Mais quand j'ai eu mes enfants, ils ont su toute mon histoire. Ils savent tout et ça permet j'ai une relation assez particulière avec eux où je suis la maman, la conseillère, la confidente et je dis franchement les choses. Hein. T'as fait l'acte ou t'as pas fait l'acte?
Je te dis franchement, hein, je suis certain, je dis à mes enfants clairement les choses. Et des fois, maman, retourne voir ton mari, laisse-nous. Je rentre dans la chambre et discutons. Je vois que, essayons de discuter, t'as passé ta journée comment? En fait, moi, j'ai toujours voulu, on a nos enfants qui sont sous le toit de notre maison, mais on est à milieu de savoir ce qui se passe dans leur tête. Et moi, comme j'ai vécu quelque chose de particulier, je me suis toujours dit, je veux savoir ce qui se passe dans la tête. J'aurais pas tout, évidemment, mais je ferai cet effort pour être en tout cas accessible et pouvoir avoir, si t'as que me dire oui, c'était difficile, ou me dire maman, en fait, je veux plus, avec cette fille c'est compliqué, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Et oui, il y a ça avec mes enfants, ouais. Exactement. Aujourd'hui, on sait que la santé mentale est aujourd'hui le sujet dont on parle beaucoup, qui sera, semble-t-il, grande cause nationale en 2025, parce que tout le monde aujourd'hui semble avoir la santé mentale, ça va pas du tout. Toi, on a l'impression que finalement, toi, c'est vraiment pas un problème. Et qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui ont du mal vraiment à se dévoiler, à dire leurs souffrances, et même quand on est à l'église, quand on connaît Dieu, qu'on passe aussi par des moments difficiles, qu'on le veuille ou non, qu'est-ce que tu leur conseillerais? C'est pas facile, parce que il faut déjà assimiler son histoire. Moi, j'ai compris avec le temps que cette mère qui m'a laissée, c'était quelqu'un qui était paumé en fait. Tu vois, je veux dire. Et mon père a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il a. Donc quand on arrive à comprendre un petit peu les choses et à les accepter, à lâcher prise aussi sur certaines choses, eh ben, on essaye ensuite de se tourner sur soi-même et comprendre, là j'ai du mal pour ci, là j'ai du mal pour ça. Tu vois, là j'ai du mal pour ci, j'ai du mal pour ça. Il faut être conscient des choses, les accepter. Et ensuite, parce que quand on nie les choses, il n'y a rien de pire en fait. Il n'y a rien de pire quand on le nie. On pense que ça va, non, j'ai pas de colère pour ci, j'ai pas de colère pour ça. On fait semblant en fait, et c'est pas bon en fait. Et moi, je sais que pour mon expérience à moi, je pense que dès petite en fait, je vous ai dit, j'ai un frère, mais on a eu deux façons différentes de réagir. Et moi, j'étais celle qui voulait comprendre et qui s'est révoltée, et ça a été justement ma force en fait. Je me dis heureusement que Dieu a mis ce tempérament en moi de pouvoir non, j'étais un tigre, hein, tu me tapes pas, t'es mon père mais tu me tapes pas, hein. Et je prends pas les coups sans rien dire en fait. Et donc il faut pouvoir dire les choses déjà pour soi-même. On peut pas le dire aux autres si on l'accepte pas pour soi-même. Et ensuite il y a le pardon qui vient. Oui, c'est ça que je voulais revenir sur cette question. Exactement. Comment tu vis ça? Parce que finalement, de dire oui, je t'ai abandonné, comment tu pardonnes? En fait, ça a été, j'ai envie de dire facile pour moi, parce qu'en fait, je n'ai pas de souvenir de ma mère biologique. Quelqu'un a pris la place. Donc elle a pris totalement. Donc j'avais pas à me dire qu'il me manquait quelque chose. Et après, évidemment, le père, il part. Il nous laisse. On comprend pas. Et c'est là que ma jeunesse a été un petit peu des bêtises, des fugues. À 12 ans, je prends mon frère, on rentre pas. Hein. Donc voilà, j'ai erre à Créteil comme ça. Et puis, c'est mon père qui va me chercher partout, quoi. Et ma mère. Je vais chez une copine. Non, mes parents, ils sont pas là, donc je reste chez toi. Et mon petit frère me fait, moi, non, c'est parce qu'elle peut pas rentrer. Hein. Donc voilà, je faisais des bêtises. Mais c'était une façon pour moi de me révolter. Et après, on comprend avec... le temps, tu n'as pas la même pensée à 12 ans, à 15, à 20, et quand t'es parent, tu vois encore autre chose. Mais j'ai compris en fait que on donne ce qu'on a. Il faut l'accepter. Voilà, c'est tout. Est-ce que ton désir finalement de chercher à toujours comprendre, c'est aussi une chose qui a participé à ta résilience? Tout à fait. Tu t'es jamais dit, je comprends pas, je reste là. Ah non, je veux comprendre. Moi, je veux comprendre. Et ce qui fait que j'aime à comprendre et à analyser les choses. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui me glissent, mais d'une force que... Voilà, tu m'as dit qu'est-ce qui machin, l'hypocrisie, sois hypocrite, hein, moi ça me glisse. Il y a beaucoup de choses qui me glissent en fait. Voilà, exactement. Mais est-ce que finalement, tu te dis que
ta relation à l'autre, elle est aussi importante, même malgré tout ce que tu as vécu, tu continues à faire confiance à l'être humain en face. Tout à fait. Je fais confiance à l'être humain, il a droit à l'erreur. Il a droit à l'erreur. L'être humain a droit à l'erreur. Il avance et puis demain, aujourd'hui il est comme ça, demain il peut être différent. Dieu peut le... Et puis dans la rencontre que toi tu fais, comme tu as dit, tu apportes quelque chose, Alors même si ça va pas fleurir aujourd'hui, ça peut fleurir demain, ça peut fleurir dans longtemps. Parce que si j'avais mis une croix sur mon père, quand je me suis mariée, j'ai été le chercher. Qui, je voulais pas un frère de l'église. J'ai mon père, il vient. Et il est venu ? Et bien sûr, il est venu. J'ai présenté mes enfants. Il m'a présenté ses excuses. Il est très très bien avec nous tous, nos enfants, et avec ses 4 enfants. Et puis voilà. Et aucun de nous, en fait, c'est parce que aussi, il faut dire une chose. Ma mère de cœur, pour que vous ayez comprendre, ma mère de cœur nous a toujours dit, votre père, c'est votre père, et vous devez l'aimer. Et quand on grandit avec ça, c'est pour ça que je te dis, l'entourage et tout ce qui les rencontres qu'on fait, nous construit en fait. Et c'est pour ça que je dis, c'est très important, les hommes et les femmes, mes frères et sœurs qui font ce travail avec les gens dans l'église, avec la jeunesse, c'est pas rien. Ça apporte beaucoup. Moi, j'ai conscience que ce que sont mes enfants aujourd'hui n'est pas dû à moi seul, ni à leur père, mais aux gens qui sont aussi autour d'eux. Exactement. Et ça, c'est très important. Est-ce que aujourd'hui, parce que aujourd'hui tu es quelqu'un qui a la foi, qui est à l'église, qui a vécu une certaine vie, qui aussi a des valeurs, d'accord ? Comment tu partages ces valeurs, ou parce que c'est la question qu'on se posait à chaque fois qu'on a eu cette émission, est-ce que les valeurs qu'on a et qui nous viennent de la Bible, de notre foi, est-ce que c'est quelque chose qui pour toi est de l'ordre de l'intime, ou quelque chose que tu vis seulement à l'église, et puis à l'extérieur il faut cacher tout ça, quoi? Alors certainement pas. Comme je te l'ai dit, tu es le seul à pouvoir regarder ce que j'ai sur ma main. Tu vas te dire, c'est quoi ça? Et j'ai pas de problème de dire d'où ça vient. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non, et c'est bien parce que quand tu es quelqu'un qui parle avec les autres te donnent aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et les autres vivent des choses difficiles. Et quand toi, tu leur dis les tiens, déjà, les gens ont l'air d'être très étonnés. Ils me disent, mais là, tu me dis ça, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que tu me dis, alors là, si vous savez. Mais non, et je dis, et la personne à côté, derrière, elle aussi, elle dit des choses aussi que je pouvais peut-être pas m'imaginer. Et donc, du coup, moi, c'est ma façon de pouvoir témoigner. Parce que chacun son truc, les textes bibliques, les sentinelles, tout ce que... Voilà, moi, c'est pas ça. Moi, c'est mon témoignage de vie. Et je dis, c'est Dieu qui m'a guéri, qui m'a restauré. Et j'essaie de vivre une vie pour lui plaire, en essayant de regarder mes rétros sur les côtés, les gens tout autour de moi, parce que à la finalité de tout ça, je voudrais que mon ici-bas soit déjà un petit paradis, parce que le plus grand m'attend là-haut. Voilà. Et là, si tu devais, en terminant dernière phrase de cette émission, on est arrivé à la fin de cette émission, si tu devais donner un conseil à des gens qui passent par des moments super difficiles, des choses qu'elles ne peuvent pas dire, qu'elles ont vécues ou qu'elles vivent, qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui? Alors, je leur dirais, tu as le droit d'être à ras de terre, à pleurer, à garder ça pour toi un moment, à t'accrocher à Dieu. Mais déjà, toi, c'est pas facile. C'est douloureux. Et ça a plusieurs souches. Des fois, c'est pas seulement ce qui s'est passé, c'est des fois, c'est des souches de plusieurs millefeuilles, le problème. Pose-toi la question, qu'est-ce qui me pique le plus dans ça? Sonde un peu ta douleur. Et en fait, dis-toi, qu'est-ce que je peux faire? Déjà la voir, je la remets à Dieu. Et la capacité à pouvoir faire, juste te redresser, commence déjà juste un petit peu à te redresser. Juste à ce que tu arriveras à te tenir bien droite. Et regarder ta douleur et lui dire, Dieu,
la retirer. Voilà. Merci Géraldine, merci pour cette émission. Merci à toi. Et nous te souhaitons bon courage dans la suite. Nous allons nous retrouver, chers auditeurs, la semaine prochaine, 17h-18h, mercredi prochain, dans votre émission Valeurs partagées. Bonne soirée à tous. Valeurs partagées avec Guy Saxemar et son invité. Le mercredi à 17h sur Espérance FM.